rencontre entre les employés de Domtar et Yannick Gagnon, l'espoir de trouver un repreneur est évoqué. Malgré un contexte difficile, les employés de l'usine Domtar ont l'intention de rester en poste. C'est du moins ce qu'ils ont confirmé lundi lors d'une rencontre avec le député de Jonquière, Julian Azari. Ils s'engagent à attirer une autre entreprise. Oui, effectivement, Yannick Gagnon est allé à la rencontre des travailleurs pour écouter leurs craintes et aussi tout en essayant de les rassurer par rapport à leur futur. Dans les prochains jours, le député de Jonquière rencontrera les principaux acteurs économiques et les élus de la région, comme le maire de Saguenay, Luc Boivin, le ministre Éric Girard et la députée de Roberval, Nancy Guillemette, pour commencer à penser à des solutions par rapport si l'usine de Domtar venait à fermer, même si le but premier est bien évidemment d'éviter cette issue. L'une des solutions mises de l'avant pour éviter en fait cette issue serait qu'une autre usine déménage dans les installations de Domtar, tout en offrant des conditions semblables à celles actuelles aux employés. Mais pour l'instant, il n'y a aucune certitude dans ce dossier, mis à part le fait d'assurer le futur des travailleurs. Le premier critère, si une entreprise manifeste de l'intérêt ou si on démontre de l'intérêt à reprendre les rênes de Domtar, la première question, ce sera est-ce qu'elle est capable de reprendre en grande partie les 227 travailleurs et donner des conditions à ce que vivent présentement les travailleurs sur le terrain. Julian, est-ce que ce type de projet est faisable? Bien, en discutant avec les principaux acteurs dans ce dossier, on m'a confirmé que c'est une solution plus que possible. L'usine de Kenogami est très avantageuse pour les futurs entrepreneurs qui pourraient y déménager, puisqu'il y a déjà de la main-d'œuvre qualifiée sur place et des installations qui sont de bonne qualité. On peut penser notamment aux barrages hydroélectriques et en parlant justement au syndicat des travailleurs de pâte et papier. S'il y a un autre projet qui reprend les installations de Domtar, ce sera sous leurs conditions. Les dernières années, il y a au moins 3 gros projets dans la région qui n'ont pas pu voir le jour pour 2 raisons majeures, le manque de blocs énergétiques puis le manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, s'il y a une industrie qui viendrait s'installer sur notre site, qui est capable de respecter les conditions qu'on a actuellement, bien, une entreprise pourrait pourrait venir s'installer facilement avec ce qu'on peut lui apporter. Là. Merci, Julian. 5 000 nouvelles places en garderie subventionnées seront financées par Québec en 2026-2027. C'est l'une des mesures incluses dans le 8e budget du ministre des Finances, Éric Girard, dont le contenu est en ce moment même en train d'être dévoilé. Actuellement, laisser son enfant en garderie privée coûte parfois près de 60 $ par jour. Si les frais de garde sont pris en charge par l'État, les familles pourront bénéficier d'un tarif avantageux de 10 $ par jour. Cette mesure coûtera près de 400 millions de dollars sur les 5 prochaines années au gouvernement. Poursuivons avec ce budget. Le ministre des Finances a promis aux Québécois un budget responsable et un déficit contrôlé. La nouvelle députée Marlene-Carline Laflamme a fait savoir hier, lors de son entrée officielle à l'Assemblée nationale, qu'elle espérait des investissements en infrastructures. Lily Méfournier, le bloc opératoire demeure une priorité pour la péquiste. Oui, ce projet qui est sur la liste d'attente depuis quelques années déjà, le bloc opératoire est assez vétuste. La députée de Chicoutimi a même mentionné, et je reprends ses propres mots, que le plan québécois des infrastructures est pacté et que la liste de projets est bien trop longue. Avec un plan aussi garni, impossible pour le Québec d'entretenir son patrimoine bâti actuel, selon la députée. Elle croit même qu'à ce stade-ci, certaines infrastructures devront être démolies et même pas rénovées. Présentement au Québec, un déficit de 40 milliards de dollars en ce qui concerne le maintien des actifs. Pour Marie-Carline Laflamme, il y a 2 gros problèmes. Le premier, la grande vétusté des bâtiments, et le deuxième, le choix des projets qu'elle qualifie de personnels. C'est la politisation simple du PQI. C'est-à-dire que les décisions ne se basent pas nécessairement sur l'achalandage ou sur les besoins des populations, mais bien davantage sur le dessein personnel de la CAQ. Comme le troisième lien. Comme le troisième lien, voilà, notamment.
Lily May, quel type d'investissement espèrent voir les citoyens de Saguenay? Les deux enjeux qui sont ressortis auprès des citoyens sont l'accès au logement et les infrastructures. Pour plusieurs, construire des logements abordables pour les personnes à faible revenu est une priorité. L'entretien des infrastructures a également été soulevé comme une situation préoccupante. Ce qui est certain, c'est que les attentes des citoyens pour ce budget sont claires. Le plus gros là, dans le budget, c'est le logement, surtout. Là. Surtout sur le logement pour les gens, puis les sans-abri, puis les personnes qui sont moins favorisées. Investissement dans les infrastructures, c'est-à-dire comme ici à l'hôpital de Jonquière, l'urgence fait pitié. Dans les logements, surtout, puisque ça manque beaucoup de logements partout dans les provinces. Puis beaucoup pour les aînés et les hôpitaux, là, encore. Il manque de services. Souligne que le dépôt du Plan québécois des infrastructures est une bonne occasion pour se questionner sur les coûts qui montent en flèche. Si jamais vous voulez plus d'informations sur ce budget, je vous invite à vous rendre sur le site de la Pige. Merci Lily May. Merci. Une demande de recours collectif visant l'orphelinat de Chicoutimi a été déposée à la Cour supérieure d'après nos confrères de Radio-Canada. L'indemnisation vise les enfants qui y auraient vécu et qui n'auraient pas été reconnus par le Programme national de réconciliation avec les orphelins et les orphelines de Duplessis. La demanderesse, qui agit au nom d'un groupe de victimes, évoque des abus physiques, sexuels et psychologiques de la part de religieux et de laïcs de l'institution. L'avocate qui s'occupe du dossier souligne la nécessité de ces indemnisations. À ce stade-ci, on ne parle pas encore d'indemnisation parce qu'on est vraiment au tout début du processus. Donc, la première étape, là, on a déposé la demande d'exercer une action collective. C'est encore tôt pour déterminer vraiment les catégories d'abus, mais ce qu'on voit beaucoup dans les dossiers d'agression sexuelle, en général, c'est indemnisé de façon plus importante que, par exemple, des abus physiques. La consultation publique du projet de parc solaire de Nutrimor Gilbert Énergie a eu lieu hier. À La Terrière, ce projet de 43 hectares de panneaux solaires s'inscrit dans le cadre de l'appel d'offres d'Hydro-Québec visant à augmenter le réseau électrique de 300 MW d'ici 2029. Esther Delbecq, la direction de l'entreprise, est confiante de l'obtenir. En effet, le directeur général Maxime Gilbert explique que ce projet, qui devrait fournir 26 MW d'électricité et qui devrait alimenter 1200 à 1500 foyers, est très prometteur et contient de nombreux atouts qui pourraient lui permettre d'être sélectionné. Il souligne notamment ses partenaires comme JP Énergie Environnement qui ont déjà mené des projets semblables de panneaux solaires sur un ancien site d'enfouissement. Aussi, ce parc solaire serait le premier du Québec. Il estime que ce projet est très bien positionné pour l'appel d'offres. Tout à fait. On est une entreprise régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a développé un projet dans la région qui est, selon nous, très, très porteur, en raison justement du côté un peu innovateur de produire de l'énergie renouvelable sur un site qui est dégradé, sur un site qui est très, très difficile à valoriser. Donc oui, nous sommes très confiants. Esther, pourquoi le parc sera-t-il aménagé sur un ancien site d'enfouissement ? Eh bien, la raison principale de ce choix, c'est que ce site est dit comme dévalorisé. Simplement, très peu de projets peuvent être réalisés sur des anciens sites d'enfouissement. Alors ici, le but, c'est de revaloriser ce lieu. La mairie de Saguenay soutient ce projet et souligne également cette revalorisation. Montrer, c'est un exemple de valorisation d'un site sur lequel on ne pourra pas faire d'autres choses. C'est un site où il y avait l'enfouissement de déchets dans le passé. Donc, d'aller mettre des panneaux solaires par-dessus, c'est une valorisation qui ne pourrait être possible autrement. Une des craintes principales aussi que la population pourrait avoir, en fait, c'est la question de l'hiver et de la neige. Comment les panneaux pourraient fonctionner avec la neige ? Maxime Gilbert rassure en disant que les panneaux fonctionneraient bien en hiver, et ce grâce à une technologie utilisée ici, des panneaux bifaciaux. En fait, c'est des panneaux qui ont deux faces, une dirigée vers le ciel et l'autre dirigée vers le sol. Et en fait, les rayons du soleil taperont contre la neige et viendront se réfléchir contre le panneau dirigé vers le sol et donc produiront de l'énergie. Merci Esther. First Phosphate a présenté son projet de mine Bégin-la-Marche aux Béginois hier soir
L'entreprise canadienne tient à prendre en considération leurs opinions pour adapter au mieux le projet. La mine prévue devrait extraire 900 000 tonnes de phosphate par année, un minerai dit pur grâce à une chaîne d'approvisionnement éthique. Le gouvernement a subventionné la mine à hauteur de 16,7 millions de dollars. First Phosphate serait ce soir à la marche pour rencontrer les citoyens de cette municipalité. Cette année, entre maintenant et la fin de l'année, on veut rédiger notre étude d'impact environnemental, rédiger ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. 2027, l'an prochain, on souhaite avoir un BAP. Donc, c'est l'année des permis, aller chercher toutes les autorisations, les consultations publiques, tout ce que la loi sur l'environnement prévoit au Québec. Et ensuite, 2028, on espérait pouvoir commencer la construction. C'est la journée mondiale du recyclage aujourd'hui et les Saguenayens sont de plus en plus nombreux à recycler. La preuve, près de 30 000 tonnes de matières recyclables ont été collectées en 2024 et près de 20 000 tonnes de matières organiques ont été détournées de l'enfouissement selon les plus récents bilans de la MRC du fjord du Saguenay. Alison Patry, au-delà du recyclage, d'autres solutions sont possibles pour aider l'environnement. Oui, et c'est ce que démontrent des organismes comme Réparaction, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui proposent aux citoyens de donner une deuxième vie à leurs objets du quotidien plutôt que de les jeter. Sur place, les bénévoles accompagnent les participants avec outils et conseils. Résultat, entre 70 à 80 des objets retrouvent une seconde vie. La variété de ces objets peut surprendre, mais réparer aujourd'hui comporte aussi ses défis. Et c'est ce que m'a raconté la fondatrice de l'organisme, Guylaine Gagnon. C'est inimaginable. Si je faisais une liste, là, vous seriez tellement surpris. Des pianos, des guitares, des fers à lisser, des séchoirs à cheveux, beaucoup d'objets de cuisine. Que, mettons que j'ai un fer plat que j'ai payé 25 $ qui est brisé. Je vais chez un réparateur puis il me dit, ben là, rien que le regarder, c'est 40 $. Puis après ça, ben on va voir s'il y a des pièces à changer. Mais concrètement, Alison, est-ce que les citoyens adoptent ces réflexes? Pas encore complètement, mais l'intérêt pour la réparation est en croissance. La fondatrice m'expliquait que lors de leur toute première soirée en 2022, seulement 2 personnes s'étaient présentées, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt une vingtaine à une trentaine de citoyens qui participent à chaque atelier. Un engouement qui s'explique notamment par l'accessibilité du service, qui est entièrement gratuit. Mais pour être certaine de cette participation, j'ai décidé d'aller poser la question moi-même aux citoyens de Saguenay. Un objet, admettons, chez toi qui est brisé, qu'est-ce que tu fais avec? Recyclage. J'essaie de le réparer souvent par moi-même. Là. Exemple, j'ai réparé le lave-vaisselle dernièrement, j'ai changé la pompe. J'ai trouvé la pompe moi-même sur Internet, puis je l'ai remplacé, puis il fonctionne depuis ce temps. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'objets, on dirait qu'ils font par exprès pour que ça ne soit pas réparable. Ouais. Oh, généralement, je vais tenter d'aller le porter à la maison de quartier puis m'en acheter un nouveau. La participation augmente, mais la réparation reste encore peu ancrée dans les habitudes de vie des citoyens. Pourtant, une part importante des objets jetés pourrait être récupérée ou même réutilisée. La réparation s'impose donc progressivement comme une alternative au recyclage, une alternative au recyclage, mais son adoption demeure limitée. Merci Alison. Après des années d'attente, des travaux de réaménagement de la route 170 à Lens-Saint-Jean sont en cours. La circulation sera finalement améliorée à l'entrée de la municipalité. Il aura fallu attendre plus de 15 ans pour que le projet de réaménagement de 3 km se concrétise. La fin des travaux est annoncée pour 2029. La 40e campagne de financement de Jonquière Médic a été lancée ce matin. C'est un événement essentiel pour l'organisme et pour le maintien de ses services. L'ONUAR, l'objectif est d'amasser plusieurs milliers de dollars. Oui, absolument. Chaque année, Jonquière Médic met en place une campagne de financement qui permet de maintenir et de développer les services médicaux de proximité. Les médecins qui travaillent pour l'organisme sont des bénévoles. Une soirée hommage pour la 40e campagne de financement aura donc lieu le 23 avril prochain à la salle de spectacle Le Calypso. Le point culminant de cette levée de fonds aura lieu le 7 mai lors de la traditionnelle journée des barrages routiers dans la rue des Jonquières. La conférence a également permis
à l'organisme de présenter son nouveau président d'honneur. Cette année, c'est Jean-Philippe Michaud qui présidera cette campagne pour la première fois. Présent depuis plus de 20 ans dans le domaine des véhicules récréatifs et des concessionnaires automobiles. Monsieur Michaud est aussi un membre engagé du club Lyon de Jonquière, un grand partenaire qui a contribué à la fondation de Jonquière Médic. C'est une campagne qui lui tient à cœur. Il aimerait voir naître dans d'autres régions du Québec un organisme similaire à celui-ci. On l'écoute. C'est vraiment unique dans Jonquière. Fait que, c'est quelque chose qu'on aimerait justement montrer l'exemple pour les autres régions, les autres villes, de dire faites la même chose, investissez-vous en temps pour que ce soit les clubs, que ce soit les Lions, les autres clubs alentours, investissez dans du temps comme ça pour justement le service à la population. C'est un service qui est concret. Loan, l'organisme est un acteur majeur du milieu de la santé dans la région. Oui, en effet, c'est un service unique au Québec qui existe depuis 1982 et qui procède à près de 10 000 consultations par année. Jonquière Médic contribue au bien-être de la collectivité à Jonquière, à Arvida, dans le secteur de Kinogami, ainsi que Saint-Jean-Eudes. L'objectif de l'organisme est de maintenir l'autonomie des personnes malades en proposant des soins médicaux de première ligne à domicile pour ceux qui n'ont pas de famille de médecin de famille ou qui peinent à obtenir un rendez-vous. Un service qui permet de désengorger les urgences et de fluidifier le système de santé dans la région. Le président du conseil d'administration de Jonquière Médic, en poste depuis 9 ans, insiste pour que les médecins en activité aient plus de reconnaissance de la part du gouvernement. On l'écoute. Les enjeux, je vous dirais, ce qu'on attend depuis longtemps, c'est la rémunération des médecins, parce que les médecins qui sont là à Jonquière Médic le font vraiment par passion, le font parce qu'ils aiment le métier, le font parce que la méthode de Jonquière Médic d'aller voir les patients chez eux à la maison, c'est quelque chose qui les passionne. En 2016, le Dr Barrette avait coupé la rémunération de médecins de près de 50 %, mais on veut que ça revienne parce que c'est quand même un soin à domicile. Merci Loan. De nouveaux services d'emploi pour la communauté anglophone voient le jour dans la région. L'organisme ECO02 propose des ateliers pour faciliter l'intégration de cette communauté. Il est plus difficile pour une personne anglophone de trouver un emploi par rapport à une personne francophone. Moins de 1% de la population est anglophone. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la table ronde provinciale de l'emploi a établi que le taux de sous-emploi des anglophones est de 7 contre 4% pour les francophones de la région. Ce qu'on voit, c'est que le Saguenay, c'est vraiment une région très unilingue et il n'y a pas beaucoup de chemins d'accès. Donc, malgré le vœu de nos partenaires d'offrir les services d'employabilité comme service complet, il n'y a juste pas la capacité linguistique pour le faire. Donc, c'est une complication. La barrière linguistique, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent travailler, mais leur niveau de français n'est pas assez fonctionnel. Le Festival international Regard a officiellement été lancé aujourd'hui. Pour sa 30e édition, plus de 75 métrages seront présentés au public d'ici le 22 mars. Christian Dallaire a assisté ce matin à une projection destinée aux jeunes. Christian, l'organisme a tenu à faire les choses différemment cette année. En effet, cette année, les spectateurs auront certes droit à la programmation habituelle du festival qui comporte notamment les compétitions traditionnelles Focus, les programmes thématiques et les événements spéciaux. Cependant, quelques nouveautés ont été apportées à l'événement afin de rendre l'expérience encore plus intéressante, notamment auprès des familles de la région. L'objectif étant en sorte de faire une sorte de cadeau à la population pour célébrer cette 30e anniversaire de l'événement. Toutes les activités qui sont grand public, donc pour que les gens puissent amener leurs enfants, soit le jeudi soir ou durant la fin de semaine, sont gratuites. C'est vraiment une nouveauté, un cadeau anniversaire qu'on s'est dit, on veut que le plus de gens possible aient accès à ces films-là et à ces sorties-là. Dans les halls des grandes salles, on va sortir les cinéastes, quelques cinéastes des programmes, puis on va faire poser des questions au public, une espèce de petite formule questions-réponses, mais plus intime que si c'était en grande salle. Cette année, le volet jeunesse est divisé en plusieurs catégories et compte plusieurs programmes, notamment les Grandes Vues, qui sont des programmations ouvertes au public et qui sont destinées aux enfants âgés entre 8 et 12 ans. Nous avons également les Petites Vues, qui sont quant à eux des œuvres destinées aux plus petits et qui proposent surtout des projets d'animation. Nous avons également le programme Par et pour des ados, qui est une nouveauté cette année. Il s'agit d'une sélection de courts-métrages choisis pour l'occasion par un groupe d'adolescents.
Ce sont tous des programmations qui sont gratuites et accessibles à tous. Et Christian, le format du court-métrage est avantageux pour attirer les jeunes. En effet, Mme Bouchard explique que le court et le moyen-métrage est un excellent moyen de s'assurer de plaire aux enfants parce qu'en proposant différents types d'œuvres cinématographiques, que ce soit des documentaires, des films d'animation ou des projets un petit peu moins conventionnels et plus expérimentaux, ça permet de plaire au plus grand nombre de personnes possible. Je pense que c'est plus facile de plaire à tout le monde avec un programme de court-métrage parce qu'on en a pour tous les goûts. Moi, je m'assure de mettre des films un peu pour tout le monde. Puis je pense que, même on le dit dans l'animation, il y a des films que vous allez aimer, des films que vous allez moins aimer. Le film que vous allez peut-être moins aimer, ça va peut-être être le préféré de votre voisin. Mais là, on vit plein de choses. Fait que je pense que c'est plus facile que si jamais on va dans un long-métrage, puis là, bien, évidemment que ce ne sera pas le préféré de tout le monde. Bouchard ajoute que ce genre d'expérience permet également d'en apprendre beaucoup sur soi, de comprendre ce qu'on aime moins, de se découvrir en tant que personne, mais surtout en tant que cinéphile. Le Festival Regard prendra place un petit peu partout à travers la région dans les prochains jours. Et d'ailleurs, mon collègue Zachary Sanche s'est entretenu avec différents artistes de la région qui considèrent le festival comme étant beaucoup plus qu'une simple compétition. Anaé Bilodeau et Louis-Pierre Cossette sont tous les deux des animateurs originaires du Lac-Saint-Jean. Ce sont des habitués de Regard puisqu'ils y présenteront cette année un 4e film. Pour Anaé, c'est en revenant dans la région en 2013 qu'elle a découvert le festival. C'est vraiment notre festival chouchou préféré, on l'aime vraiment ce festival-là. J'ai l'impression que les gens ils réalisent pas en fait que la chance qu'on a d'avoir ça ici. C'est aussi à Regard que Louis-Pierre a participé à son tout premier festival de films et encore aujourd'hui, c'est un événement qui reste unique selon lui. La salle est pleine. Je pense qu'il y a 600 personnes, 800 personnes, tu sais. Fait que dans ma tête, je me suis dit, dans les festivals de films, c'est comme ça que ça se passe. Tu te ramasses à Saint-Jean, tu te ramasses à Montréal, mais là, tu te rends compte que, OK, dans les festivals, une demi-salle, c'est bon, tu sais. C'était bien glam, tu sais, quand j'étais jeune. De son côté, l'auteur, dramaturge et maintenant réalisateur Thomas Dufour s'est ouvert au cinéma du monde au festival. Celui qui présentera cette année son tout premier film, Les Grandes Roues, maintient une étroite relation avec l'événement. Tout ce qui commence doit bien se terminer. J'ai gagné Coécrire ton cours il y a 2 ans. L'année d'après, j'ai tourné presque pendant Regard. C'est la première mondiale du film. Fait que c'est comme tout est lié puis tout se boucle bien. Le Montréalais Félix Bellefleur a lui aussi découvert le festival plus jeune. Alors qu'il était étudiant au cégep de Maisonneuve, il a fait le voyage de Montréal à Saguenay avec des amis et professeurs. Une expérience qui l'a marqué au point de le pousser à déménager ici. Quand j'étais prêt à quitter Montréal pour une région un petit peu plus calme, je savais que c'était le Saguenay qui m'attendait. Aujourd'hui bien installé à Saguenay, il continue de tourner ses vidéoclips à Montréal, mais il peut se targuer d'en présenter un dans ce festival qui l'a aidé à se construire en tant qu'artiste. Vraiment un lieu iconique puis culte, je pense, dans la culture du cinéma au Québec. L'événement se déroulera du 18 au 22 mars et c'est le comédien Pierre-Luc Funk qui en sera le porte-parole. Zachary Sanche, La Pige en direct, Saguenay. On a eu une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Côté météo, Raphaël Charbonneau, qu'est-ce qu'on prévoit dans les prochaines heures? Oui, on a été chanceux avec le soleil tout au long de la journée, mais quel froid de canard, Clarisse! Ce soir à Saguenay, ce sera partiellement nuageux avec un maximum de moins 15 degrés Celsius. Et à Alma, ce sera la même chose, donc des nuages avec un maximum de moins 15. Cette nuit, à Saguenay, ce sera comme en soirée, donc nuageux avec un maximum de moins 15 degrés Celsius. Et à Alma, Clarisse, il annonce 40% de probabilité d'averse de neige avec un maximum de moins 10 degrés Celsius. Pour ce qui est de demain à Saguenay, les chiffres se réchauffent. Il fera 0 avec un refroidissement éolien de moins 21, partiellement dégagé, donc soleil, nuages, et avec 40% de probabilité d'averse de neige en matinée. Et finalement, à Alma, il fera 1 degré Celsius avec un refroidissement éolien de moins 16 le matin. Avec les précipitations de la nuit, il risque d'avoir une accumulation de 2 cm à certains endroits. Alors, en tout cas, on ne va pas ranger les mitaines et les tuques pour tout de suite. Merci, Raphaël. L'ours polaire du zoo de Saint-Félicien, Yélé, est arrivé dans son nouvel habitat au zoo de Calgary. Sur place, il fera la connaissance de Sikou, un mâle d'une dizaine d'années après une quarantaine. Et c'est sur cette note positive que ce web journal se termine. Au nom de la rédaction, merci de nous avoir suivis et belle soirée à vous.